Moi, je te laisserai commencer en présentant nos commanditaires. Oui, dans le fond, pour les premières personnes qui nous écoutent, on a commanditaire de bière, donc Hochelag, Deux Frères, on a Vox Populi. Puis à chaque fois, j'en oublie un, c'est Glutenberg. Puis sinon, aujourd'hui, on est encore au Gamine, le petit café qui est à Stoneham, qui a une auberge aussi au deuxième étage pour ceux qui veulent venir passer la nuit ici. Donc, bouffe, café, tout est bon. Fait que j'ai jamais dormi en haut. Je sais pas si c'est jamais bon de dormir en haut. Fait que, non, c'est ça. Fait que comme on disait dans le dernier, probablement, podcast, on en fait encore de temps en temps aussi au manoir du Lac-de-L'Age, mais on essaie de contrôler un peu plus le son, comme on parlait. Certaines salles là-bas étaient super écho. Fait qu'ici, c'est un must pour l'instant. Le manoir qui reste quand même un de nos partenaires là-dedans. Là. Il était dans les premiers à embarquer dans le projet du podcast, mais c'est sûr que c'est plus facile ici parce que ils sont fermés tous les soirs. Exact. Et le son est vraiment meilleur. Exactement. Ça se peut qu'on entende du monde marcher en haut, des choses comme ça. Ça n'a pas rentré dans le micro le dernier coup. Il y a même une toilette qui s'est flushée. On entendait des toilettes flushées. On était comme, ah non, c'est sûr, ça va sortir dans le micro. Puis non. Non, c'était, en tout cas, j'ai tout écouté 2 fois. C'était correct. Ouais, exact. Good. Les gars, merci d'être là. Pour vrai, ça faisait, tu sais, quand on a parti le podcast, c'est un épisode Sentier du Moulin. C'était vraiment un des premiers moi, que je voulais faire. Puis, parce qu'on a beau être super impliqué dans 47, on tripe vraiment sur Sentier du Moulin, puis on roule beaucoup là. Moi, je roule un petit peu moins depuis que j'ai une petite fille, là, mais quand elle va vieillir, j'aurai un peu plus de temps. Fait que je vous présente, mais je vous laisserai un peu de temps. Fait que présenter Éric Gagnon, qui est directeur comme Gabriel, directeur des opérations. Directeur des opérations au Sentier du Moulin. OK. Puis Julien, j'ai oublié ton nom de famille. Tantôt, je le cherchais. Julien Lévesque. Moi, je suis tout frais au Sentier du Moulin, dans le fond. Là. Je suis arrivé en novembre. Ça fait que j'ai une saison d'hiver derrière la cravate. Mais j'ai pas encore fait le vélo là, pour l'instant. Je suis client de longue date là, des sentiers. Mais à titre de directeur général au sentier. Donc c'est ça depuis novembre. Depuis novembre 2023. Avant, tu étais au Massif, je pense, c'est tout ça? Oui. J'ai été très longtemps au Massif. J'ai passé 10 ans là. Puis les 5 dernières années là, de mon mandat, c'était vraiment développer tout ce qui était été, dont le vélo, là, de A à Z. OK, vraiment que l'été. Vraiment... il y avait quoi d'autre l'été à part le vélo? En fait, ça a été beaucoup à randonnée pédestre, puis les services connexes là, autour de ces activités-là. Le truc de lumière, t'étais-tu là-dessus? J'ai travaillé un petit peu sur les débuts du projet. J'étais parti avant là, que ça se concrétise, mais... il y a un nom, là, le truc de lumière, là, Lumina... L'oiseau mécanique. Ah, OK. Ouais. Lumina, ça, c'est dans Wandax, si c'est le parcours lumineux. C'est vrai. Bon. Ouais. Et Eric? Oui. Tu t'es présenté tantôt. Rapidement, oui, mais... Je m'occupais du son en même temps, ça paraissait dessus. Non, mais c'est ça, ton historique, peut-être un peu Sentier du Moulin. Une longue histoire. Moi, je me rappelle de toi dans les débuts. Là, on faisait dans le temps qu'on faisait des night rides, on calait ça sur le forum VMQCA, là, qui est mort aujourd'hui. Tu te souviens du forum? Je sais pas s'il y a encore du monde qui vont là-dessus, là, mais on calait des night rides, là, on allait rouler, puis dans les tout débuts, je me rappelle de rouler avec toi là, des soirs dans la Ravage, qui était la Ravage sud-nord, qui était juste un aller-retour. Là, mais ça doit dater de plus que ça. J'ai du monde de la compétition en cross-country. Là, on s'est connus là-dedans. Là. Puis c'est mon club à l'époque, en 2006, qui a organisé une première compétition régionale un soir, là, les mercredis soirs, là, au Sentier du Moulin. Puis dans le fond, c'est comme ça que j'ai découvert le site. Là. C'est quel club? C'est le club exclusif. Ah ouais, OK. Puis dans le fond, j'étais allé aider les gars là, un soir à préparer le parcours et tout ça. Puis je trouvais que dans ce temps-là, il n'y avait pas tant de sites. Il fallait aller au Mont-Saint-Anne où il y avait des sentiers non officiels un peu partout, mais il n'y avait rien d'officiel là, dans le coin. Puis il y avait une grosse quand même un gros bassin là, de cyclistes. Puis là, je trouvais qu'il y avait un beau potentiel. Là. Fait que j'avais demandé à mon président de club, là, à ce moment-là, s'il pouvait me mettre en contact avec les propriétaires pour voir si on pouvait pas faire quelque chose avec ça. Là. Fait que ça a parti comme ça en 2006, puis ça
ça a débuté en vrai, là, parce qu'assez rapidement, on a eu le hockey pour lancer ça, commencer à baliser un petit peu des sentiers. Puis à faire des premières corvées. On a fait 2 grosses corvées là, à l'automne 2006 là-bas. Genre, on avait des 60-70 personnes, puis on n'était aucunement prêt pour ça. Là. Mais on s'est garoché là, à faire des trails. On a commencé comme ça. C'est pas mal les clubs au début qui étaient là, je pense. Hein, l'Essor BC, entre autres. Là, l'Essor qui est aujourd'hui Club Mathieu Performance. Exact. Ouais, puis le club, je me rappelle qu'on avait fait ça 2 samedis, puis le 2e samedi, c'était toute la gang là, du club Subway Sigma là, qui était là. Fait que c'est comme ça qu'on a commencé juste avec 2 corvées, puis on s'est quand même assez vite rendu compte que le terrain, il était pas évident, là, parce que moi, j'avais quand même été impliqué là, juste avant ça, là, peut-être 2-3 années avant. J'avais donné beaucoup de temps, là, entre autres avec Gilles Morneau, pour essayer d'officialiser les sentiers à Saint-Émile. J'habitais dans ce coin-là, puis on avait fait des démarches avec la ville, essayer de rendre ça officiel. Puis, voyant là, moi que ça stagnait un peu, j'ai dit, je vais essayer de mettre mon temps ailleurs, peut-être. Là. C'est comme ça que je me suis ramassé au Sentier du Moulin. Puis c'est sûr qu'il y avait vraiment une différence là. À Saint-Émile, là, les sentiers apparaissaient à coup d'1 kilomètre par corvée. C'était dur auto, puis ça passe, la trail est là. Mais au Sentier du Moulin, c'était vraiment plus rocheux. Là, puis au début, c'était vraiment un questionnement, là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça, là, parce que il n'y a pas beaucoup de matériel, puis tu peux pas juste passer un coup de râteau puis ça roule. Là. Il y a des... C'est ça. Pulaski, ce coin, c'était ça les premières là, de souvenirs. Là. Ouais. Le Pulaski, ouais. La Pulaski, là, c'est un sentier là, là, il a peut-être été réduit un petit peu, là, il doit être rendu à 2 km, mais au départ, c'est un sentier de 3 km et demi fait 100% à main, là. Mais je me rappelle là, de faire des corvées, caler du monde, puis on était 25 motivés, puis on avait réussi à ouvrir 15-20 mètres dans l'avant-midi, là. Puis déjà en 2007-2008, on faisait les mêmes démarches. On essayait de faire quelques corvées dans l'année. Puis je voyais que ça aboutissait pas. Là. Ça a pris 2 ans à faire la Pulaski, là, 3 km. Là, je voyais que ça n'avait pas de sens. Fait que là, après ça, je me suis dit, là, c'est pas viable, là, faire ça en main comme ça. Là. Fait que là, j'ai commencé à... Moi, je travaille, je suis biologiste, puis je travaillais dans le domaine, puis je faisais déjà des demandes de subvention là, dans mon emploi. Là. J'avais quand même déjà une bonne expérience là-dedans. Puis là, j'ai dit, on va aller chercher de l'argent, puis on va essayer de payer du monde pour faire des trails. Là. Fait que de 2008 à 2015, là, à coup là, de beaucoup de petites subventions ici et là, ou des fois, des années, c'était 10 000. Les bonnes années, c'était 25-30 000. On a commencé à développer le site là, tranquillement. Là. On peut dire une ouverture officielle il y avait une offre déjà de vélo de montagne dans les sentiers de ski de fond avant, mais on peut dire qu'à partir de 2010, là, on peut parler d'une ouverture officielle des Sentiers du Moulin pour le vélo de montagne avec 12 km. Là. Ouais. 12 km cross-country. C'était... Pulaski, Mec, Lutin Tom, Ravage Nord, Ravage Sud, c'était pas mal ça, là, notre... 2010. Ouais. Quand même. Tu sais, en plus, ce qui est drôle, c'est, mettons, dans le début là, quand on repense que, tu sais, on n'avait pas toutes nécessairement les bikes d'enduro qu'on a là, puis c'était pas dans cette avenue-là, tu sais, que c'était vraiment dirigé, fait que là, de penser faire des trails vraiment cross dans ce terrain-là, ça devait être quand même rock'n'roll, c'est clair, là. Ouais. Malade. Oui, puis la Ravage, on l'a dit tantôt, c'était vraiment, je pense qu'on montait par la sud, non? C'était peut-être les deux bords. Ouais, c'est ça, les gens, en fait, on avait déjà un intérêt à faire des descentes, là, même si on n'était pas si bien équipé que maintenant. Mais il y en a qui aimaient mieux, tu montais le sud, tu descendais au nord, puis d'autres, c'était le nord, puis descendais au sud. Fait que ça pouvait créer des conflits aussi, parce que ça descendait pas mal plus vite que ça montait, là, mais c'était ça, le je dirais dans ma tête que c'est complètement un autre trail. Quand on partait faire ça, vu que c'était une longue boucle... Pas mal ça, là. C'est pas mal c'est le cas. J'avoue que c'est surtout aujourd'hui, elle est complètement différente, mais il y a 5 ans, 5-6 ans, c'était encore la même. C'était encore la même, mais
on dirait que c'était ailleurs parce que c'était, tu partais vraiment pour faire une boucle de 7-8 kilos, là, puis tu avais l'impression que tu partais loin, là, alors que là, aujourd'hui, tu montes au sommet, t'es pas... C'est vrai. Ouais. J'ai habité en face 2 ans, quasiment en face de SDM. Justement, c'était comme dans le temps qu'il y avait juste Ravage, qu'on montait, qu'on descendait. Là. C'est comme la descente tripante qu'on allait faire. C'était ça là dans notre moment. Là. C'est fou comment ça change. Ouais. T'as-tu fait ça en bénévolat jusqu'à 2015? Ouais, dans le fond, j'étais bénévole de 2006 à 2000 jusqu'à 2016. 2015, là, ben là, il y a tout dessus, là, le vélo de montagne, c'est quand même positionné dans la région, là, à partir de... j'ai fait du bénévolat comme terrain, mais là, j'ai fait du bénévolat aussi plus administratif. Là. Je mettais vraiment beaucoup de temps aux demandes de subventions, mais aussi avec Étienne Boileau, un autre bénévole qui est encore là encore ces années-ci. Lui est arrivé en 2008. Puis je me rappelle, peut-être en 2013, là, à peu près, 2014, on a fait un plan directeur pour... on poussait le projet au bout, là, on voulait que ça marche. Puis on a fait vraiment un petit plan directeur pour... on commençait à mettre les premières descentes, là, puis on commençait à montrer un peu comment c'était quoi le potentiel, puis tout ça. Puis dans le fond, ce plan-là, nous, on l'a donné au plus de gens possible. Puis vers 2014... il y a comme un mandat là, à Québec qui a été donné pour voir comment le vélo de montagne pouvait se positionner dans la région. Puis là, il y avait un projet là, qui a vraiment un potentiel. On donne un mandat, puis Mont-Saint-Anne, puis Vallée-Bras-du-Nord, vous allez être les 2 pôles. Puis dans le fond, le petit document qu'on avait fait, il est tombé dans les mains de la firme qui faisait le plan. Puis on dit, il y a un petit centre au nord, à Lac-Beauport, peut-être qu'on pourrait genre les embarquer aussi, là, ils sont plus proches de la ville, puis tout ça. Fait que c'est ce document-là qui qui nous a comme aidé à embarquer dans la première, la première phase de l'alliance des centres là, de la région. Fait que là, en 2014, on s'est ramassé invité à une première rencontre de tous les intervenants régionaux là, au Mont-Saint-Anne, puis à partir de là, là, au lieu d'avoir accès à des subventions de 10, 15 000, des fois, on a eu des années, je pense en 2014, 0, il n'y a aucune subvention, on ne développe absolument rien. Maintenant, on est passé à une subvention de DQC, qui est Destination Québec Cité, qu'à l'époque, c'était l'Office du tourisme. On est allé chercher une subvention de 200 quelques mille. Fait qu'on est passé une année, on faisait tout ce qu'on pouvait avec à 20 000 par année, des fois 0. Là, on avait un budget de 300 000 en 2015 pour décoller ça. Là. Puis là, tu faisais ça encore bénévolement. Mais dans le fond, cet été-là, 2015, là, moi et Étienne, comme bénévole, là, ça marchait juste plus. Là, on a engagé des compagnies, on a flagué. Fait que là, cet été-là, on faisait ça à temps partiel, là, mais on venait les soirs là, superviser les travaux. Tout ça. Fait que là, on était rémunéré pour ça, là, parce que c'était... C'était quand même pas ton travail plein. Non, c'est ça. C'est fou comment on dirait qu'on a un peu eu le même parcours avec chacun comme notre centre, si on veut. Là, parce que c'était pareil. Là, moi aussi, j'allais gérer des trucs de soir, j'allais flaguer de soir, faire des suivis de travaux, des choses comme ça, avant que ça devienne pareil, un job temps plein. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense qu'au début, j'ai été 1 an ou 2 à 20 heures par semaine de bénévolat, là, pour Empire 47. Ouais. C'est beaucoup, là, 20 heures par semaine. Là. Non, c'est pas ça. d'enfant, là, mais il me semble que je faisais que ça. Là. Non, c'est ça, exact. Ouais. Je pense que dans le dernier qui est sorti, on l'a compté, mais on faisait les billets de saison manuellement. Je faisais ça sur Word. Ça coûtait 20$ pour la saison. Ouais. Puis on gérait. À un moment donné, on avait 1 ou 2 employés. On avait Pat qui était sa appel, puis c'était comme toi. Là, tu gères ça de soir puis de fin de semaine. Ouais. Ben, tu sais, autant un 47 que SDM, tu sais, quand tu dis les années 2014, par exemple, ouverture officielle, tu sais, quand ils pensent, ça fait tellement pas longtemps, dans le fond, là. Puis que vous avez commencé ça bénévolement, puis c'est vraiment juste de la passion, puis tu sais, dans 10 ans, de voir où c'est rendu, c'est hallucinant, parce qu'on a l'impression des fois que ça fait 20-25 ans que ça existe, ces affaires-là, mais non, exact. C'est très récent dans la région. La gang de passionnés aussi un peu derrière, là, parce que tu sais, comme beaucoup SDM avec LBC, que la gang de bénévoles qui sont tout le temps impliqués à la même place, c'est hallucinant, là, puis sans ce monde-là, nous autres, au début, Jeff Tardif, qui a donné du temps aussi chez vous, beaucoup, il en a donné des coups de rogue, ce gars-là. Là,
Jeff, il dormait dans son campeur. Ouais, pour il commencer. dormait plusieurs jours dans son campeur, puis il recommençait le lendemain matin. C'était hot, là, ce qu'il a fait. Là. C'est lui le premier qui a fait la Wi-Fi. Puis on avait une pelle mécanique, puis lui, il mettait du temps bénévole sur la pelle mécanique toute la journée à faire des sentiers. Ouais. Mais non, on se rend pas compte que ça a vraiment été vite, là, comment que ça l'a... Je pense que, tu sais, il y a quelque chose qu'on n'a pas au Lac-de-L'Âge, c'est que vous autres, toute la force de bénévolat, on l'a, la force de bénévolat, mais c'est jamais forte comme ce qui existe à Lac-du-Port. LBC, c'est pas juste Sentier du Moulin, c'est les autres sentiers. C'est ça, moi j'ai connu, dans le fond, Pat Perrault là, qui lidait LBC toutes ces années-là. Je l'ai connu en 2014, là, justement, à s'impliquer. Dans ce temps-là, on était encore à essayer de trouver des façons que ça fonctionne, Sentier du Moulin, là, parce que il y a quand même eu là, l'histoire de Sentier du Moulin, c'est un centre de ski de fond depuis 89. Puis en 2000, c'était les frères Duclos qui ont vendu à la municipalité de Lac-Beauport en 2012. Puis là, il y a vraiment eu différentes tentatives. Là, je dirais que la partie de 2012 à 2018, pendant que le vélo de montagne était en train de prendre sa place l'été puis se développer, mais il y a quand même eu plein d'incertitudes, là, toutes sortes de tentatives de trouver la bonne formule pour opérer ce centre-là pour qu'il soit viable puis tout ça. Là. Fait qu'il y a eu vraiment beaucoup d'actions puis de trucs pendant cette période-là. Puis c'est là aussi que la force bénévole là, l'été a commencé. Là. Vraiment, premier projet avec la gang d'LBC, les autres se sont fondés en 2014. Puis moi, dès le 2015, là, pendant nous autres, moi et Étienne, on gérait un peu de différents travaux. Il y avait Sentier Boréal qui était là, qui faisait des sentiers. Il y avait Pat Dorion qui était là, qui faisait d'autres sentiers. Puis là, on avait vraiment donné un secteur à LBC pour dire, OK, vous voulez repousser les limites, puis tout ça. Là, ben là, c'est ce flanc-là là, qui est bien à pic. Là. Le coin LB1, LB2. Ouais, c'est ça. Fait que là, ils ont embarqué là, dans la LB1, là, qui ont créé cette année-là. Là. Ça a été la limite LB1. Puis là, c'est quoi la prochaine limite après? La 2. On dirait que chaque projet a tout le temps été un peu pas le combat de coq par rapport à l'ancien sentier, là, mais on dirait que ça a tout le temps été exponentiel. Ouais, exact. Ouais. Fait qu'on peut dire que à partir de ces années-là, on avait quand même des fonds pour développer. On avait on a pu mettre le terrain que je dirais qui était compliqué. Là, ben là, on a vraiment trouvé le filon pour l'exploiter, là, cette particularité-là du terrain. Là. Ben, puis je pense que la pratique, on parlait tantôt de justement, c'était plus cross-country, on n'avait pas les bikes pour rouler dans la roche tant que ça là, avant. Mais la pratique s'est développée d'une façon que le terrain de SDM était parfait pour justement aller appuyer ça. Puis on avait le terrain pour faire les trails pour ces nouveaux vélos-là, pour ce que les gens voulaient. Exact. Là, avec les géométries, avec juste le tige de sel télescopique qui arrive, plus qui se démocratise, puis tout ça. Tout s'est placé ensemble pour que ça fitte vraiment avec SDM. Le bon contexte. Ouais, exact. Ouais. Ouais. Non, c'est vraiment intense. De mémoire, il y avait eu de quoi avec la ville? Hein? La ville, avais-tu voulu faire fermer le vélo de montagne? Tu sais, la fois où à peu près tout le monde s'est ramassé avec des cases de vélo au conseil municipal. Il y en a eu... Je peux pas raconter toutes les histoires, mais il y a vraiment eu de l'incertitude là, à un moment donné parce que c'était pas nécessairement facile juste au niveau de la rentabilité en hiver. Puis là, en plus, on arrivait avec un produit l'été, mais qui n'était pas encore rentable. Fait que là, à un moment donné, il fallait vraiment qu'on pousse puis qu'on tienne notre bout pour dire, tu sais, ça va finir par marcher, là, mais laissez-nous du temps. Là. Puis oui, il y a eu toutes sortes, il y a quand même eu des au moins, moi j'ai été... Je te dirais au moins 2-3 fois, là, il y a eu des possibilités qui tirent la plug là, de ce développement-là. Là. Tous les terrains que c'est la ville où il y a des droits de passage autres que la ville? Là? Non, ben en fait, le secteur SDM là, qu'on connaît, côté accueil, en fait, oui, en vélo de montagne, c'est pour la plupart, tout secteur SDM, c'est les terrains de municipalité. C'est un parc municipal, en fait, là, dans les faits. Puis, ben, côté Maelstrom, là, on est en droit de passage à 100%. Mais pour tout ce qui est les autres activités, ce qu'ils te font, entre autres, là, majoritairement, là, rapidement, on sort de notre terrain. Puis,
On va à Sainte-Brigitte On aussi. va à Sainte-Brigitte aussi. Ça couvre un très grand territoire. Là. Ça fait que là, ça, c'est des droits de passage. Là. Plus d'une centaine de droits de passage à gérer. Ouais, pour tout ce qui Une est centaine, OK. Wow. Ça se rend au séminaire. Il y a une partie séminaire. on se rend jusqu'au séminaire de Québec. Okay. Encore, ça fait un bout que j'ai fait du ski de fond. Ça se Ouais. rend encore aussi haut qu'avant. Là, dans le fin Ben, en fond. fait, il y a une 10-15 ans, il y avait une connexion avec le club à Saint-Adolphe. Ouais. Ça fait quand même plusieurs années là, que ça n'existe plus. Là. Même quand Saint-Adolphe existait encore, que Il y avait plus, il n'y allait Le plus. Là. lien était plus là. Mais ça va quand même là, assez loin. Là. Ça va jusqu'à nous autres, on a un refuge qui s'appelle La Tanière. Là, on a les pistes 15-16. Là, puis ça, c'est encore d'actualité. Là, Okay. Fait que c'est juste le petit bout qui n'existe plus, qui rejoignait la 25 là, de Saint-Adolphe. Ouais. Ben, nous, on a grandi en face du centre de ski de fond à Saint-Adolphe. Là, la maison de nos parents, c'est directement en face de l'ancien centre. Fait que c'est un centre qu'on a connu beaucoup. Puis j'ai fait la traversée plusieurs fois dans le temps. Ouais. Il y a 20 ans. C'est un peu ça pareil. Ça là. commence à être dans le temps. Comment c'est le vieux, Julien? Ouais, je le sais. Ça, c'est tough. 40 ans, c'est vraiment tough. Mais c'était bien ça qui s'était passé. Moi, j'ai souvenir là, d'un moment donné où tout le monde est débarqué au conseil. Oui. C'était probablement la gang LBC, que je me souviens plus quelle année. Exact. Je sais pas si t'étais là, mais c'est ça Oh, que oui. j'ai entendu. Il y a vraiment eu des justement là, la communauté s'est levée pour dire qu'ils tenaient au site puis que fallait que ça continue, là, de nous laisser le temps de rendre ça viable. Là. C'est juste une question. On le voyait avec juste les chiffres de vélo de montagne, là, à partir déjà de 2015, 2016, 2017, chaque année, là, les revenus, l'achalandage montaient de 35% là, chaque année. Là, puis on le voyait là, que c'était juste une question encore d'un an ou deux, puis on allait faire nos frais, là, puis on allait être viable. Là. La coche, c'est quoi, 2018, probablement, là, le Ouais, moment ben, en où fait, ça... là, je dirais que c'est sûr qu'il y a eu quelques éléments marquants. Là, dans le fond, quand le maire Beaulieu est arrivé pour son... En fait, c'est lui, Michel Beaulieu, qui avait fait l'acquisition comme élu lors de son premier mandat, l'acquisition des Sentiers du Moulin. Après ça, il n'a pas été là. C'était une autre personne pendant 4 ans. Puis quand il est revenu, il a dit le bâtiment, là, c'était dans les plans. Puis ça, il y avait des plans d'architecture, puis c'était déjà avancé. Il a dit, on va le faire. Il y avait une subvention déjà d'attaché du ministère. Ça a venu un peu changer la game de dire, on le fait, ce bâtiment-là. Puis c'est sûr que pour nous, ça a changé un peu là, la dynamique au Sentier du Moulin d'avoir un vrai pavillon de service comme ça. Là. Puis aussi, après ça, dans le fond, c'est que là, ils ont vraiment créé en 2018, la municipalité, ils ont créé la Société des Sentiers du Moulin, qui est l'organisme qui gère actuellement les Sentiers du Moulin là, depuis 2018 avec un conseil d'administration, puis avec la municipalité qui est impliquée. Là. Puis à partir de là, je dirais que là, tous les astres se sont bien alignés. Là, c'est ça. Qui est sur le conseil? Phil Carrier est président du conseil d'administration encore? Ouais. Puis c'est qui les autres depuis membres? le début. On a, en fait, puis il y a toute une parité qu'on essaie d'avoir là, sur le conseil d'administration des gens plus justement hiver, on est 4 saisons. Oui, c'est vrai ça. Des gens de l'hiver, des gens plus d'été, mais principalement le vélo, là, mais ouais, ça fait que c'est Philippe Carrier qui est président, dans le fond, qui lui est très, très impliqué dans le vélo. Passionné de ça, puis sinon c'est des gens de Lac-Beauport là. Donc on a 2 gens qui font partie du club du Moulin, club nordique, c'est ça. On a aussi Steve Boucher là, qui est impliqué, il a été impliqué dans, parce qu'il y a eu une période que c'est le saisonnier là, qui a géré les Sentiers du Moulin là, puis Steve était à ce moment-là aussi impliqué dans le CA du saisonnier, puis là maintenant il est impliqué dans le CA là, depuis le début là. Okay. On a 4 membres, peut-être un 5e là, qui va être ajouté, mais c'est ça. Ça fait que c'est tout le temps une mix de... 4 personnes, conseil d'administration seulement? Pour l'instant, c'est pour ça qu'on veut ajouter une 5e personne, mais c'est quand même garder cette parité-là entre les activités. Là, vraiment. Plus la municipalité qui est représentée. Plus la municipalité qui est représentée. Exactement.
c'est un petit groupe quand même. Mais c'est sûr, ça reste, comme je disais, c'est parc municipal, il y a la directrice des loisirs là, qui est très impliquée. Puis on a un conseiller municipal aussi là, qui vient au CA, tout ça. OK. Tous les CA, c'est le fun, ça doit être une belle dynamique. Oui. Quand même. Qui était DG avant toi? Nicolas Sauvé. Ah, mais oui. Nicolas, oublié Nicolas. Nicolas était là 2 ans, 3 ans? Ouais, à peu près 2 ans comme DG. Oui. OK. Fait que toi, t'es arrivé tu faisais quoi avant? Tu dis que t'es biologiste. Ouais. Tu laissais ta job pour dire je vais. Ouais, à l'automne 2016. Là. OK. Avant ça, en fait, j'avais jamais comme envisagé ça, là, nécessairement. Là. Je savais pas à quel point ça allait grossir, puis ça allait venir viable, puis tout ça. Là. Mais en 2016, là, je voyais que la croissance était quand même assez intéressante. Puis c'est Steve là, du CA c'est lui qui m'a vraiment mis ça dans la tête. Là. J'ai décidé d'embarquer là. Il arrive un moment aussi que l'implication qu'on veut donner, puis c'était sûrement pareil aussi, ton rôle a une certaine importance un peu tout le temps. Le monde se fie sur toi aussi, sur plein de choses. Là. Faut comme que ta vie professionnelle haute, que ça soit viable avec ton passe-temps qui est on va dire un emploi à temps partiel ou bénévolat selon comment c'est, mais ça a été un peu ça. Ça a été la limite entre les deux. C'était rendu trop. Il fallait comme que je lâche un ou l'autre. Fait que là, tu vis que ta passion ou tu vis pour ton autre travail qui est quand même le fun pareil. Là, mais, exactement. Le pire, c'est que toi, tu l'as essayé en sabbatique. Ouais, moi je l'ai essayé pendant un bout de temps. T'as fait des tests? Ben, probablement c'était parce que j'avais un accès à un sabbatique puis de revenir, tu sais, puis j'haïssais pas mon travail avant, tu sais, j'aimais ça, mais là j'étais venu à temps plein, puis là j'ai fait, tu sais, c'est peut-être pas ça que je veux faire tout de suite. Je suis revenu à mon ancien travail, ça a pris 2 jours, j'ai fait, ok, non, c'est pas vrai. Fait que là, j'ai fait un petit bout, puis c'est ça, je suis retourné vivre de ça après. On dirait les petits irritants que j'avais, ben, c'était tellement moindre que le besoin de changer que j'avais avant aussi. Là, fait que... Mais moi, il y a vraiment eu de l'action quand même là, la première année, là, parce que j'étais arrivé là, c'est le saisonnier, puis ça a commencé à pas aller super bien. Puis dans le fond, j'ai changé 3 fois d'employeur dans la première année, là, puis il y avait de l'incertitude, puis tout ça, là. C'était une année que ça a brassé pas mal, puis justement, quand tu parles là, que tout le monde est allé au conseil municipal, c'est dans ces années-là, là. Fait que là, moi, j'étais comme, déjà, je travaillais là, fait que, ouais. quand même intense, mais après ça, c'est ça, à partir de 2018, avec le conseil municipal qui était là, je pourrais dire aussi que il y a Guy Gilbert, que lui il est conseiller municipal là, de toute cette période-là, puis il a vraiment il a poussé vraiment pour que Sentier du Moulin arrive où ce qu'il en est aujourd'hui. Là, il a tout le temps défendu les intérêts des Sentiers du Moulin avec auprès de la ville, puis le bâtiment, puis d'organiser ça pour que ça fonctionne. Là. Depuis 2000, il a été conseiller municipal, je pense, depuis 2012, mais il a aidé avec la MRC à faire un plan directeur professionnel, puis tout ça jusqu'à aujourd'hui. Une chance qu'ils ont quand même tenu leur bout de même puis qu'ils ont continué à pousser. Là, que tu vois en ce moment que le bâtiment puis tout ce que ça amène, la buvette, la vibe qui est autour d'SDM est assez hallucinante. Là. Nous autres, on est bien jaloux. C'est vraiment impressionnant à quel point c'est le fun à être là. Le nombre de rides que tu vas rouler parce que oui, tu es passionné de vélo de montagne, mais si autrement t'es pas en forme une journée, le prétexte c'est vraiment facile pour s'arrêter à la buvette puis d'aller prendre une bière là. C'est sûr que je parlais du nouveau bâtiment comme un game changer, là, mais c'est sûr qu'après ça, nous on avait comme ce bâtiment-là à mettre à notre main puis à l'exploiter, puis on n'est pas encore on n'a pas encore trouvé toutes les clés de ça, là, mais on a fait un bon bout de chemin. C'est-tu l'OBNL qui gère le bâtiment au complet ou c'est donné à une autre entité ville? Ben, en fait, le bâtiment il appartient à la municipalité. C'est sûr qu'il fait partie des infrastructures de la municipalité. Là. Mais au jour le jour, oui, c'est l'OBNL qui le gère. C'est les Sentiers du Moulin. Mais après, en collaboration, s'il y a des travaux à faire, des choses comme ça, c'est des vraiment besoins que nous, on a, par exemple, par rapport à la restauration. On veut des nouveaux équipements, tout. Ben,
à ce moment-là, c'est vraiment l'OBNL, mais tout ce qui est... L'opération, c'est vous à 100%. Ouais, exactement. L'opération, oui, mais tout ce qui est les murs, tout ça, ben, ça reste municipal. Il y a toute une réflexion. Là. On opère-tu un restaurant? On donne ça à contrat? Ou... C'est une business en soi qui est complètement différente d'après ça de tous les services connexes au vélo. Là. Fait que c'est ça. C'est quand même on est encore en train de je pense que ça marche super bien, il y a une belle formule, mais c'est toujours à peaufiner, c'est sûr. C'est pas donné à contrat, le restaurant. C'est des employés. C'est ça. Avec des employés du Sentier du Moulin et tout ça. Fait que c'est ça. Fait que on est encore en train de l'apprivoiser et d'essayer de bonifier ça. Parce que c'est ça, c'est opérer un restaurant, mais un restaurant avec un contexte particulier, avec une clientèle qui vient aux aléas de la température, puis une clientèle qui peut arriver un lundi, ça se peut qu'il y ait personne qui vient au restaurant, mais ça se peut qu'à 20h, le lundi, il fait beau, puis qu'il soit 100 qui débarquent en même temps, puis qui ont faim. Là. Fait que c'est tous ces enjeux-là qu'il faut... Il faut répondre le mieux possible à cette demande-là. Ouais, c'est pas la restauration standard, parce que tu sais qu'il y a des classiques jeudi, vendredi soir, fin de semaine, ça va être comme rempli, mettons. Fait que de prévoir le staff en conséquence, ça doit être quand même touchy, là, c'est clair. Mais il y en a, tu sais, on reste, il y a quand même des jours plus forts que d'autres dans la moyenne, mais oui, c'est quand même très lié à l'activité, aux activités sportives, donc à la météo. Avez-vous de la difficulté à comme avoir du staff pour le restaurant? C'est un peu comme la restauration en ville, là, que tout le monde parle que c'est difficile d'avoir des cuisiniers? Non, en restauration comme partout, là, je pense que on peut avoir de la misère à avoir du monde un petit peu. Mais tu sais, à date, je pense qu'on réussit quand même à tirer notre épingle du jeu. On est chanceux là-dedans, là, on réussit à recruter. On n'a jamais de trop, mais on n'en manque pas trop non plus. Fait que ça va bien de ce côté. La question, est-ce que c'est autant du monde qui font du bike qui travaillent dans votre resto ou c'est genre... Ben, pas... tu sais, en partie, oui, parce que je pense que c'est du monde qui ont un intérêt quand même, là, qui sont intéressés à venir. Mais tu sais, il reste que... C'est beaucoup du monde, des jeunes du lac, dans le fond, parce que c'est ça. C'est une entreprise intéressante au lac, puis eux autres sont contents de venir travailler proche de chez eux. Là. OK. Fait que, mais tu sais, oui, c'est sûr que partout dans l'organisation, c'est du monde qui, à la base, majoritairement tripe sur le vélo ou le plein air. Là. Ouais. Génial. Ouais. Et atelier location, c'est encore génétique qui roule ça en bas. Ouais. Ça n'a pas changé. Ben, en fait, dans le passé, mettons l'été passé, ça doit faire 4-5 ans, Génétique opérait la boutique. Puis pas la location. La location, c'était nous qui l'opérait. Là. Il opérait un atelier, une boutique en bas. Ouais. Ça va être la première année, en fait, là, cet été. C'est eux autres qui... c'est nouveau. C'est eux qui vont faire Puis cet hiver, c'était eux qui faisaient la location. L'hiver, dans le fond, c'est vraiment nous là, qui gèrent tout. Là. Génétique sont pas là l'hiver. C'est nous qui gèrent la location. Parce que tu mets du ski de fond, puis le reste. Ski de fond, fait bike raquette. Ben, c'est ça. Puis, c'est que ça, l'hiver, on l'occupe. Puis, c'est aussi moins... C'est peut-être moins demandant côté mécanique, là, tout ça. Là. Ça fait que en hiver, on garde tout ça. Mais été, là, ça va être un nouveau partenariat avec Génétique bonifié. Historiquement, le ski de fond, c'est-tu comme une période intéressante ces années-ci? Là? On dirait que le ski de fond, c'est beaucoup en vague. Là. Il y a plusieurs années, c'était à marché fort, il y a eu des creux. Puis là, en ce moment, c'est-tu comme des bonnes années de ski de fond, mettons? Ben, pas cette année. Pas cette année, mais si on oublie la neige. Mais, ben oui, moi, mon feeling, oui, c'est... on est comme dans une bonne... On n'est pas dans un creux de vague, là, on est dans une bonne période quand même, là, ça n'a pas la popularité que ça pouvait avoir là, dans les années 80 ou début des années 90, là, il y a eu vraiment un gros boom de ski de fond. Là. Ouais, exact. Ça fait qu'on n'est pas là. Ben, c'est quand même... 15, je pense, on peut dire que c'est à peu près peut-être 75% de nos activités là, d'hiver, mettons en termes de billets et tout ça, d'abonnement, c'est quand même le ski de fond. Là. Ouais. C'est ça. On est encore un centre de ski de fond avec une bonne clientèle ski de fond. Là. Même si nos autres activités fonctionnent bien aussi. Là. Puis tu sais, sans divulguer de chiffres, pas ça le but, mais tu sais, hiver versus été. Ouais. Ben, ça a vraiment changé. Là. Okay.
C'est pas du 50-50 aujourd'hui, l'hiver versus l'été. Non, c'est ça. Le vélo de montagne, il y a vraiment, je disais tantôt, ça augmentait de 35%. Pendant la pandémie, ça a été 2 années de 50%. Puis là, ça a leur baissé une petite affaire. Puis là, c'est assez stable, ça augmente une petite affaire, mais c'est vraiment de loin la plus grosse source à ce point-là. De revenus, le vélo de montagne. Là. La saison est quand même beaucoup plus longue. Puis puis le nom des Sentiers du Moulin résonne plus dans là, on a une réputation beaucoup plus élargie au niveau du vélo que ski de fond. On a un super beau centre. Mais ça reste beaucoup plus local ou provincial. Le monde voyage un petit peu moins aussi pour le ski de fond. Alors que là, avec toute la base locale, plus les touristes qui viennent pour le vélo, puis la saison qui est quand même beaucoup plus étendue, là, on peut dire que le vélo est passé devant l'hiver. Le vélo, l'été. Là, Je pense qu'il y a un switch aussi. 2018-2019, je pense un peu avant COVID, là, de notre côté, c'était un peu ça. Il y a comme eu un switch que l'hiver, c'était comme là qu'on faisait, mettons, notre argent pour opérer toute l'année, puis il y a complètement eu un switch. Le boom, je pense, à vélo de montagne, on a tout eu en même temps. Là. Ouais. On dirait que dans ces années-là, ça a tellement explosé en vélo de montagne, puis tant mieux. Là, ouais. Ben l'offre aussi était là pour accueillir ça. Puis... La différence, c'est que nous autres, on a existé pendant 2-3 ans parce qu'il y avait l'hiver. On avait pour le FAT, c'est facile de faire des sentiers. Ouais, c'est ça. L'été, c'est long. Là. On avait du bénévolat vraiment au bout. Puis on était plusieurs années où, je ne sais pas c'était quoi les proportions, mais c'était comme 75% des revenus de l'année ou 80%, c'était le fat bike. Là, en fait, votre offre d'été n'était pas non plus scalée. Pas grand-chose. Vous avez pas développé. Vous avez développé solide là, dans les... Après, là, probablement 2020 à 2022. Un gros coup, ouais. Il fallait un peu, je pense, se mettre à niveau un peu tout le monde aussi au final. Exemple, vous avez déjà une bonne offre aussi, fait que ça fait juste grossir l'offre de la région de Québec, proche. Là. Surtout, mettons, comme ensemble, les deux avec SDM. D'avoir 2 belles offres dans le même coin dans la région, c'est vraiment gagnant. Oui. Parce que moi, je me rappelle 2015-16, on avait du monde déçu l'été parce qu'on avait une super réputation d'hiver. Puis rapidement, on était devenu le centre le plus achalandé du Québec, dans le temps de le dire. Fait que tout le monde connaissait. Fait que là, ils voulaient venir l'été, mais on avait comme 10 km de cross-country, là, je sais plus. On avait comme au début, on n'avait rien de vraiment excitant à offrir, là. Fait que c'était un peu ça, là. La référence était comme biaisée là-dedans, là. Fait que c'était quand même mais c'est drôle au début. Ça, c'est long, là, développer les centres. Je pense que le monde ne savait pas vraiment quelle implication que ça demandait pour développer tout ça, puis ce que ça demandait financièrement aussi. Fait que c'est sûr que c'est long dans ce temps-là, mais ouais. Reste parce que de réputation, je dis pas ça parce que vous êtes les deux là, mais d'après moi, c'est SDM qui a la plus cool réputation au Québec. Là. Ben oui. Oui, réputation, mais qui peut nous jouer des tours aussi parce qu'on a quand même développé, on a misé beaucoup sur le difficile, le noir, le double noir, puis il y a des gens encore qui ont, même si on a développé quand même une offre plus accessible dans les dernières années, ce qui a été super compliqué parce qu'on n'a pas un terrain pour ça, mais on a fait des gros efforts pour ça, mais il y a des gens encore qui ont peur de venir au Sentier du Moulin. Fait que ça fait, je veux dire, ça nous... C'est à double tranchant. Oui, c'est vrai qu'on va ratisser relativement large les mordus, les passionnés de venir se challenger, puis... moi, je connais plein de monde justement qui font leur pèlerinage annuel de venir dans la région de Québec, puis ils vont faire le petit passage dans les autres centres aussi, mais à Sentier-du-Moulin puis tout. Mais c'est vrai ce qu'Éric dit, il y a quand même cette notion-là à détricoter, là, que c'est pas juste les experts SDM puis tout ça. Puis dans la clientèle locale, ça, je pense qu'il y a un petit travail à faire parce que l'offre s'est développée plus facile intermédiaire. Ben oui, exact. Mais c'est encore très étiqueté. C'est juste hardcore, puis tu vas là pour te pousser. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vraiment plus accessible aussi de votre côté. Puis je me rappelle, une couple d'années, ça arrivait des fois. Nous autres, on avait commencé avec du plus familial, mais t'avais du monde. Puis souvent, c'est du monde, des amis qui amènent des amis. Fait que les autres, ils trippent dans du plus rough. Ils vont SDM, là, c'est cool, la patente. Là, finalement,
l'autre trouve ça rushant, tu sais, ils viennent faire un petit tour chez nous comme dans la journée après, juste pour avoir un petit moment plus relax un peu, mais au début, une couple d'années, ça mais c'est sûr que, je dirais, il y a quelques années, quand on voyait vraiment les clients qui étaient pas prêts pour nos sentiers, puis nos sentiers étaient pas prêts pour eux non plus, on leur disait, aller à 47, là, le but à base, c'est qu'ils aiment le vélo de montagne. Au pire, vous reviendrez dans 3-4 ans quand... Ouais. Mais tu sais, c'est progressif. On retourne à SDM après. Mais tu sais, c'est en train de changer, je pense, mais j'ai l'impression que mon feeling, vous avez un peu la même chose à l'inverse. Tu sais, vu que vous avez une offre familiale, il y a beaucoup de gens qui... Moi, je l'ai entendu souvent, de dire, 47, c'est plus... c'est familial, c'est débutant, puis... c'est des chemins larges. Puis moi, j'aurais pas de fun. Puis, tu sais, finalement, c'est plus vrai du tout. Tu sais, quelqu'un qui roule fort peut aller aux A47 puis se faire une super journée aussi. C'est vrai qu'on s'est comme rattrapé à l'inverse, les deux. C'est clair. Quand même, je pense, plus de choix au niveau SDM encore, là, en total, en pourcentage. Ah, bien, les identités, pareil. Ouais, ben c'est ça. Puis, on reste avec un peu plus de familial, mais je veux dire, les Nosferatu que je fais même pas moi-même. J'ai pas le bike pour le faire. Puis, on a quand même plusieurs sentiers dans ce genre-là. Puis, je pense que mettons, SDM avait un terrain aussi, mettons. Tu sais, moi, oui, je roule beaucoup en prire parce que je suis à côté, je travaille là, puis tu sais, assurément, mais il y a comme un niveau de développement, je pense que tu peux avoir à SDM, dans du technique, dans de la roche, que tu peux pas nécessairement aller chercher chez nous, là, fait que... Tu peux pas le créer, là. Non, mais c'est ça, exactement, fait que, moi qui roule beaucoup chez nous, ben, quand je m'en vais rouler chez vous, même je roule quand même souvent chez vous, je vois qu'il y a du monde qui roule tout le temps SDM, ils ont un niveau comme technique dans des affaires plus pétées, que je suis comme, tabarouette, tu sais, je pensais que j'étais rendu à telle place, mais tu te rends compte que quelqu'un, ça fait moins longtemps, mettons, qu'il fait du bike, il en fait plus chez vous, il se développe là-dedans vraiment d'une vitesse de fou. Puis, en tout cas, je trouve ça bon. Là, Mais tu sais, ça, c'est drôle aussi. Pas la réputation, mais tu sais, la vibe qui vient autour d'un centre, parce que c'est vraiment pas rare, moi, que j'ai des gars qui me disent, là, tu sais, genre. Puis c'est pas un snobisme d'un bord ou de l'autre, mais tu sais, des gars qui disent moi je roule à SDM, tout ça. Puis tu sais, puis je l'ai entendu souvent, là, des gars qui, quand ils viennent à 47, ils mettent pas leur ride sur Strava. Là, ah ouais. Ah oui, très souvent. C'est comme pour montrer à leur chum, non, alors que si tu vas à 47, c'est pas la pète puis répète que tu fais, puis la petite familiale, là, tu sais, il y a vraiment du hot, mais il y a quand même, c'est pas aussi cool. C'est pas rare, j'entends ça, là, des filles qui comptent, non, mon chum, quand il vient ici, il met pas sa ride sur Strava, je suis comme... Non, mais il y a quand même du gros stock, là, puis depuis quand même longtemps, là, Haute-Valkyrie, c'est... Valkyrie, on la roulait. C'est comme dans nos premières trails, pareil, parce qu'on faisait la Wi-Fi, puis j'ai probablement déjà compté dans un autre épisode, mais on faisait la Wi-Fi, il fallait monter à pied dans la forêt pour aller chercher comme le sommet 1 d'aujourd'hui, qui avait absolument rien. Mais il y avait déjà la Haute-Valkyrie dedans qu'on roulait. Jeff Tardif qui a fait la Haute-Valkyrie, là, justement. Ouais. Ah, il n'y avait rien pour se rendre. On montait à pied dans le bois. Mais il avait quand même été visionnaire, Jeff. Il avait vu ce spot-là qui est à cran, qui est comme... On l'avait pas vu, là, ce bout-là. Là. Il avait été fort là-dessus. Là. Non, mais ça a fait jaser aussi, ces morceaux-là. Fait que c'était un méchant crinqué. L'anecdote que je dis, ça me fait penser à... Tu sais, t'as toujours une rivalité entre centres, là, mais... Puis vous me corrigerez, puis tu me corrigeras, mais la rivalité, moi, je la sens pas entre les centres. Je la sens entre les abonnés des centres et les utilisateurs, parce qu'il y en a beaucoup là, de rivalité. Là. On l'entend, oui. C'est vraiment pas rare, mais à ma connaissance, j'ai jamais entendu de rivalité entre les moi, je parle en termes de conseil d'administration. Moi, je vois ça comme, plus qu'on se pousse un et l'autre à être meilleur, là. Mais pas comme une rivalité. Puis en même temps, on travaille ensemble depuis, je sais pas, vous êtes dans l'Alliance des 500 à Québec, qui, à nous, on était, à partir de 2015, on était dans l'Alliance des 300, Sentier du Moulin, Vallée-Bras du Nord et Mont-Saint-Anne. Puis peut-être 2-3 ans après, c'est Empire 47 qui a embarqué, là, c'était l'Alliance des 400. Puis après ça, peut-être 2-3 ans plus tard, c'est le Massif qui a embarqué. Mais tu sais, on se parle quand même régulièrement, puis tu sais, on développe ensemble la région. Là. Ouais. Mais je pense que ça a bien plus aidé d'avoir 2 centres proches comme ça, avec ce niveau-là, pour les gens de l'extérieur. À la limite, ça a peut-être nuit à
Bras du Nord, Mont-Sainte-Anne, parce que si tu viens en voyage puis tu es limité dans le temps, ben, tu vas venir aux 2 centres proches de Québec. Là. Ouais. Je pense que ça fait une complémentarité. Ouais. Comme ça, mais moi je la sens beaucoup, là, la rivalité dans les usagers, dans des fois les bénévoles, les compagnies, puis c'est correct, là, Ben, tu sais, le monde, c'est normal, là, tu finis par avoir un genre de sentiment d'appartenance à ton centre quand tu donnes du temps là et compagnie. Fait, je pense que comme de base, ça fait ça, puis quand on devrait tout voir ça comme, on est comme une genre de grosse équipe, tous les centres ensemble en même temps, comme des moves, comme quand on a mis notre passe e-bike, là, on s'est parlé, puis on a fait, on va comme l'annoncer en même temps, question que les commentaires, puis ça devienne en même temps. Ça aurait été fun que les autres les mêmes enjeux, mais au moins, c'est ça, exact. Ouais, plein de monde qui écrivait aussi, on voit bien que vous vous êtes parlé. Moi, je me rappelle de lire les commentaires. Mais c'est correct à un moment donné aussi. C'est une réflexion qui sort du centre, et que c'est plus, ça devient plus régional à ce moment-là. Là. Fait que, c'était quelque chose de réfléchi qui se parlait depuis 2-3 ans, là, quand même. Là. C'est une réflexion pas facile, non, ça. Moi, je suis complètement partagé, moi, sur cette réflexion-là du e-bike versus... on a déjà parlé en conseil d'administration. On dirait que j'ai de la misère à me positionner entre... Est-ce qu'on charge plus parce que ça endommage plus? Mais encore là, c'est un bike pareil dans les 5-10 prochaines années, ça va être 70% de la clientèle. On va être devenu quasiment marginal. Ceux qui sont plus, puis je dis ça, puis j'en aurais peut-être un, là, parce que là, j'en ai pas. T'as un vélo musculaire. Acoustique. Mais je pense qu'en Europe, c'est le même. Là, c'est Frank Kircher là, qui comptait qu'en Europe, je pense qu'il y a 5, 6, 7 ans, dans les magasins de vélo, tu rentrais puis disais oui, vous venez pour un vélo. Puis là, je me souviens plus c'était quoi le terme. C'est musculaire ou électrique ou musculaire. Électrique ou musculaire, c'était la première question qu'on posait aux gens il y a 5, c'est pas 10 ans en Europe. Mais tu sais, on en a parlé souvent, mais oui, ça brise plus. Est-ce que les gens font plus de kilomètres? Oui. Est-ce que le power... C'est vraiment pas facile. Pour vrai, là, moi, je pense quand même que c'est la bonne décision pour là. Ça changera peut-être, mais... C'est normal aussi, tu sais, puis quand un client te demande de l'expliquer, mettons, tu sais, parce que... Mais en général, ça a bien passé. Je pense que ça a bien été, mais... C'est normal, je pense que le monde se questionne puis qu'il y a un avis différent, mais des fois, juste de l'expliquer, quand toi, tu le réexpliques, t'es comme... Le client a comme un bon point qu'il apporte dans son truc, mais il faut tellement avoir ça général aussi, parce que si on commence à prendre cas par cas, à un moment donné, tu finiras plus à gérer ça va être fou. Je pense qu'il faut comme prendre ça, puis parce que souvent l'argument c'est comme, ben oui, mais moi, mettons, j'ai un problème de santé ou quoi que ce soit, ça fait que mon bike électrique, j'en fais pas plus que quelqu'un qui est en forme puis qui va pédaler. Oui, mais tu sais, après ça, c'est comme... Il faut prendre le contexte général. La moyenne. La moyenne, ben, quelqu'un avec un e-bike, en moyenne, va faire plus de kilomètres. Puis là, tu sais, je pense que ça justifie. Pour certains, ça a été perçu comme un geste anti-e-bike. Alors que c'était aucunement ça. C'était pas... Au contraire, on réadapte de plus en plus même les sentiers en pensant au e-bike. Nos montées, on fait des trucs, on essaie de penser au e-bike, au rayon de virage, des choses comme ça qui peuvent être différentes. Un bon exemple, nous, c'est la ravage, là, parce que, dans le fond, quand les e-bikes sont vraiment arrivés là, plus nombreux, là, on a vraiment eu des enjeux dans la ravage. Quand on parle de l'ancienne ravage, qui était vraiment un vrai single track que tu pouvais pratiquement pas dépasser, quand les e-bikes sont arrivés là-dedans, là, c'était pas évident, puis il y avait de la chicane là, avec les clients. Là. Puis là, on était obligé là, pendant une année de dire les e-bikes, vous passez par le côté nord pour monter parce que c'était plus viable. Là. Mais là, nous, on n'a pas juste regardé ça comme ça. On s'est dit, ben là, OK, la ravage, là, ben, on la refait, puis là, on va l'adapter au e-bike, puis on va la faire pour que 3 vélos de large passent, puis que ça soit facile. Il y avait les e-bikes, mais il y avait aussi d'assurer un accès durable, plus résistant, plus solide que l'ancienne version. Puisqu'en fait, là, avant qu'on la refasse, là, la ravage, je dirais qu'à peu près 50% de notre travail d'entretien, quand ça a explosé là, à partir de 2016-2017, c'est fou l'énergie qu'on mettait là-dedans, juste à éteindre le feu dans la ravage, juste la maintenir, parce que il devait passer quand même, je sais pas,
1000 personnes par semaine dedans, là, puis elle était pas bâtie pour ça, là. C'était une petite piste de cross-country construite en 2009, là, puis elle était pas faite pour ça. Fait que tout ça a fait que là, on a dit, justement, on va mettre le paquet, puis on va vraiment la rehausser, gérer l'eau partout, puis il y avait déjà dans le fond, la ligne actuelle de la ravage est quand même assez à pic, intense, mais on s'est beaucoup basé sur plein de petits bypass que les personnes d'enduro qui venaient, ils coupaient des lignes dans le bois. Puis ces lignes-là, ben, ils les faisaient à pied pour sauver du temps. Ben là, nous, la nouvelle ligne, dans le fond, on a passé directement ce que le trafic allait pour aller en haut le plus vite possible. C'est pas si à pic que ça, c'est pas si abrupt que ça non plus. Là, non, ça se fait bien, là, oui. Ouais. C'est assez direct, là. C'est correct aussi. On dirait que la mode s'en va beaucoup vers ça aussi, là, d'avoir, oui, le sentier plus, des longs lacets, plus longs à monter, mais d'avoir des accès directs. Tu veux faire des laps. En e-bike, elle est parfaite aussi. Là, c'est genre, je pense, c'est 8 minutes, puis t'es au sommet. Là. Puis t'as pas d'enjeu parce que, tu sais, j'en fais aussi, là, du e-bike, là. On a des vélos de location, puis je les essaye à l'occasion, là. Puis si on compare monter la ravage versus monter la tourbillon sur le secteur Maelstrom, ben monter la ravage en e-bike, ce qui est le fun de l'expérience, c'est que tu n'as pas besoin de t'excuser au cyclisme musculaire, que des fois, c'est juste, tu veux pas nécessairement leur mettre de pression, mais ils sentent une pression. Puis c'est quand même pas si le fun là, de dire qu'il te regarde, puis il est stressé parce que il veut pas te nuire. Là. Mais dans Ravage, tu fais juste dire que tu passes, puis il y a de la place. Là. Fait que ça a beaucoup aidé la fluidité, puis la cohabitation. Là. La chicane, elle a arrêté. Là. Mais c'est une réflexion, c'est ça, plus la proportion de e-bike va continuer à grandir, là, c'est sûr que ça va falloir adapter les sentiers un peu. Moi, je le vois juste cet hiver, on avait des fêtes électriques qui étaient quand même assez puissants, puis fat bike, veut pas, souvent la trace n'est pas très large, là. Puis le moindrement que tu sortais dans les sentiers la fin de semaine quand c'était achalandé, puis c'est difficile de dépasser, c'est gênant de demander aux gens de se mettre les deux pieds dans la neige à côté pour te laisser passer aussi. Puis tu fais que la cohabitation, c'est pas tout le temps facile. Puis t'es souvent arrêté, puis tu te pousses souvent dans le derrière des gens. Fait que c'est comme, peut-être qu'à un moment donné, il va falloir prévoir des zones d'arrêt, des zones de dépassement. Même en fait, ça s'en vient là. Ouais, c'est drôle que tu dises ça. C'est un peu la réflexion que j'avais cette année. C'était carrément ça. Parce que ça arrive souvent que je vais sortir en fat électrique, justement. Puis justement, à quel point t'as pas d'espace, tu veux pas trop déranger, là tu restes loin, tu veux pas trop montrer, en shiftant de faire du bruit ou de faire semblant de tousser, montrer que t'es là, tu essaies d'être full correct avec la personne, mais tu te rends compte que t'es tout le temps arrêté justement en fat électrique, là. Mais c'est ça, l'hiver, c'est vraiment... Je pense qu'en fat électrique ou en vélo électrique, t'as peut-être plus une réserve de toujours dépasser que si tu y vas juste en poussant, puis là je suis plus fort, puis même là, t'as pas le choix, tu dépasses souvent, tu le dis, et j'avoue que t'as comme... Bon, la personne t'entend arriver, elle le voit, il y a un petit bruit, elle sait très bien que tu arrives avec... on dirait que si tu arrives bien essoufflé, c'est comme... Ça passe mieux. T'es plus fort que moi, ça va. Ça passe mieux, mais t'es pas plus fort que moi, mais tu me dépasses. Ouais, c'est ça, exact. C'est quand même drôle. Ça passe mieux, mais tu sais, je vais dire de quoi de pas super populaire, mais tu sais, moi, je fais cross-country, puis des fois, je roule souvent habillé en cross-country, puis c'est pas parce que je suis habillé avec mon kit de course que je m'entraîne, puis que je fais du Strava, puis que je vais être le premier en haut. Je m'habille en cuissard parce que je suis bien en cuissard. Mais il y a des journées où je vais rouler à la même vitesse, des shorts, un gilet enduro. Ben, dans les montées, les gens me laissent passer beaucoup plus facilement avec un gilet enduro puis des shorts. Ça niaise pas. Il y a comme si, puis je peux le comprendre aussi, tu sais, la personne voit quelqu'un style course, puis c'est comme, l'énervé, le coureur, il prendra son trou. Mais quand tu arrives habillé enduro, il est en forme, lui. On va le laisser passer, mais je suis la même personne, puis je vais à la même vitesse. Puis ça, c'est classique, là. C'est toujours comme ça. Mais c'est comme en route. Roule en route, habillé, couleur, équipe, tu vas te faire écœurer par des automobilistes. Roule pas comme ça avec un vélo boboche, tu te promènes tranquille, tu vas te faire bien moins klaxonner, puis tu es à la même place à la route. T'sais. On a comme... Ouais, c'est vrai. Je sais pas, là, une intolérance de l'autre en fonction de son style, là, mais c'est pareil aux deux places, là, puis c'est peut-être
pire SDM, là, quand on roule cross-country, là, le monde n'aime pas ça, nous voir. Il y a vraiment eu un switch à partir de 2015-2016 au niveau de l'habillement. Là. Ouais, je lisais dans les commentaires il n'y a pas longtemps sur... Moi, j'ai vraiment du fun à aller voir les pires commentaires, souvent des centres, qui sont toujours des commentaires qui n'ont aucun sens, mais c'est toujours le fun d'aller voir, que ça soit SDM. Puis je voulais en sortir des pires d'SDM puis de 47 à soir, puis j'ai oublié de le faire, mais il n'y a pas longtemps, j'en lisais une qui donnait 1 étoile à, je pense que c'était à SDM, ou je ne me souviens plus à laquelle, puis c'est comme... J'ai vu des gens habillés en vélo de route dans les sentiers. C'est pas la place pour ça. Puis là, dans sa tête, c'était comme, ben, ils sont en train de faire une course. Ben non, ils sont habillés différemment. Le problème, c'est que tu pognes un cycliste comme ça qui est baveux, puis qui tu le retiens qui était habillé comme ça, mais il pense pas qu'il y a plus de cyclistes habillés comme ça, mais tu le retiens pas. C'est comme tu te fais écœurer par un chauffeur de taxi en vélo, mais tu t'en rappelles parce que c'était un taxi, puis tu dis les chauffeurs de taxi sont tous comme ça, mais c'est pas la réalité. Fait que quand t'es plus marginal, je pense que tu vis ça. C'était le contraire avant. Ces courses, t'en as fait de la course. Là. Ouais. On regardait les gars de Downhill qui faisaient les courses avec nous autres, puis qui fumaient un joint dans le stationnement avant la course. Ça avait comme aucun sens de boire une bière avant une course, alors que... À cette heure, on fait ça à chaque run, hein? Ben, je sais, c'est ça l'affaire, tu sais. Mais c'est juste une question de jugement. Ouais. Mais ça, on entend tellement des affaires drôles un peu là-dessus. Là, c'est commentaires sur d'autres cyclistes comme ça, où à un moment donné, la personne arrive à l'accueil, puis elle se plaint que la chamane... qui était sinueuse, trop sinueuse. Il y avait trop de virages là. Pas sûr, là. Mais c'est arrivé comme à 2-3 reprises, ce genre de petits trucs comme ça. Tu fais comme... Tu sais, j'aimerais ça comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de la personne pour trouver qu'il y a un truc comme ça. Ouais. Mais c'est pareil, là, tu sais, t'arrives habillé en cross-country SDM, puis t'as pas d'affaires là, c'est comme... Attends, là, tu sais... Ouais. Fait que c'est un peu le même genre de gosse. Tantôt, tu disais... genre du 1000 passages par jour, des trucs comme ça. Puis c'est fou à quel point, je pense, qu'est-ce qu'on vit ici directement. Tu sais, surtout, je pense, les deux, là, que le monde, ils comprennent pas à quel point il y a du passage dans les sentiers. Ben, c'est sûr, là, un peu, on se rejoint là-dessus, mais c'est la pression qu'il y a dans nos sentiers, puis comment on s'organise pour maintenir une qualité de sentier, peu importe le genre d'été qu'on a. Puis les coups d'eau, là, c'est un méchant défi, puis... C'est pas évident là, de construire un sentier en forêt qui va être capable de survivre à 500. Ou, je sais qu'entre autres, nous, la Super G, là, même si on a fait plein d'autres sentiers plus faciles de toutes sortes, elle reste le classique, puis ça reste la plus roulée. Puis, c'est fou, là, en fait, à toutes les fois qu'on a un trail builder qui travaille dans ce coin-là, il capote parce qu'à toutes les 30 secondes, 1 minute, il y a quelqu'un qui passe, là, puis il voit toutes sortes d'affaires, là. Mais c'est fou la pression, là, puis après ça, comment tu gères ça avec les coups d'eau, puis les pires commentaires qu'on a, les deux, là, c'est Google, là, que les gens commentent beaucoup. Là. Autant SDM que 47, c'est des gens qui mettent 1 ou 2 étoiles en disant « Ah, il y avait de la boîte, les sentiers étaient pas beaux. » Mais c'est comme hey, « Savez-vous à quel point on travaille pour pas qu'il y ait de la boîte? » Puis le lendemain qui est mouillé, c'est du vélo de montagne. Avant ça, c'était normal, là, la boîte, là, mais maintenant, c'est comme un ennemi. On n'aime pas ça non plus tant que ça parce que ça peut dégrader, puis on s'en occupe, là, mais tu sais, à un moment donné... Il y a des choses que tu contrôles pas. Là. Ben, moi, le premier, j'ai ça rouler dans la boîte. Là. J'aime plus ça. Là. Non, c'est pas comme dans le temps. Là. Dans le temps, des fois, c'était comme une sortie plaisante. Là. On partait rouler dans la boîte, puis quand on coachait, mettons, là, des journées qui mouillaient, c'était comme ça y est, ça va être trippant, il va se passer de quoi, mais tu sais, à cette heure, on. Non, puis tu sais, il y a tout un enjeu autour de ça on veut protéger nos sentiers, ils ont de la pression, mais on fait aussi du marketing pour faire venir du monde de l'extérieur. Puis tu sais, ça devient plus compliqué. Là. Moi, je me rappelle qu'en 2010-2011, quand il y avait de la pluie, là, je leur conseillais fermer. Vous fermez pas tant souvent, vous. Non. Nous, on est plus fort sur fermer les sentiers, mais je pense que... C'est de la roche. Il y a aussi ça. On a des sentiers qui n'ont vraiment pas de problème, puis c'est sûr que je pense qu'il y a une question de terre puis de terrain, puis aussi une question de maturité du réseau. Là. Je pense que vous fermez moins aussi là, maintenant. Là. C'est un sentier neuf, là, c'est... Tu viens d'investir, je sais pas, des fois 100 000 $ dans un sentier, là, il pleut, là, ben...
veux pas prendre la chance de le perdre. Là. Fait que, tu peux recommencer au complet toute la job. C'est ça, il y a vraiment ça vieillit un sentier, là, puis ça se place, là, puis il y a comme différentes interventions que tu fais dans la première année surtout, puis dans la deuxième année, qui fait qu'après, ces problèmes, tu vas les avoir réglés, là, mais au début, tu n'as pas le choix de passer par là, puis il faut que tu fermes des fois parce que tu veux pas... Justement, je pense qu'avec tout l'achalandage qu'on a à cette heure, toutes les interventions qui ont été faites, autant des deux côtés, je pense justement ça fait que ça tient plus. En général, après 1 an ou 2, même ta terre, ça devient quasiment waterproof. Là. Au final, même les bouts que tu n'as pas tant travaillé avant, tellement tapé que l'eau ne reste pas dedans. Les zones à problème, c'est sûr qu'il y a tout un... avant ça, il y a tout aussi une partie planification qui est super importante. Là. Si... nous autres, on l'a entre autres vécu avec certains sentiers là, qu'on a carrément fermés ou qu'on a refait. Là. Mais un bon exemple de ça, c'est la QMG. Là. On l'a peut-être fait un peu trop vite la première fois. Puis, dans le fond, après 1 an et demi, on a décidé là, qu'on la fermait puis qu'on la rouvrait pas jusqu'à refaire des interventions dedans. Là. Puis on a passé avec notre équipe, je pense que c'est il y a 2 ans, on a passé 3 semaines dedans avec une pelle mécanique à ajouter du drainage. On a rajouté peut-être 150 pieds de tuyaux dedans. On a vraiment tous les problèmes, on a essayé de les corriger. Puis après ça, on a vraiment vu une grosse différence. Là. Parce que veux pas, ce sentier-là, s'il y avait pas eu, je sais pas, 150 passages dans une journée, il était assez bien construit pour ça. Mais il était pas capable là, il était pas capable de prendre l'achalandage qu'on avait. Là. C'était comme notre premier sentier bleu au sommet 1. Là. Fait qu'il y avait de la pression, puis il se transformait en boîte au complet. Puis dans le fond, il a vieilli, mais on l'a aussi vraiment fermé, puis tout refait. Puis là, depuis ce temps-là, on le ferme plus. Là. On le ferme pas plus que les autres, là, mais il a fallu passer par l'étape de vraiment dire... là. Ça marche pas, on le ferme. T'sais, on l'a pas assez bien géré. Là. Même, je sais pas si vous l'aviez vécu de votre côté, mais avec l'externe, des fois, dépendamment la personne a travaillé où, l'équipe a travaillé où, est comme pas consciente de l'achalandage qu'on peut avoir ici à Québec direct. Fait qu'il y a comme certaines méthodes qui font la job en Gaspésie ou peu importe, puis ça va rester beau à tout jamais, mais rendu ici, tu sais, quand moi je demandais certains trucs vraiment spécifiques, parce que c'était comme, non, mais juste dans une fin de semaine, tu vas avoir justement 1000 passages là-dedans, le monde font comme, attends, mais tu sais, c'est pas grave, là, l'eau va traverser, on t'aidera dedans. Non, après 1000 fois, là, ça va être étiré sur. Ouais, tu sais, mettons qu'on regarde qu'est-ce qu'il y a dans les livres, là, des MBA, là, puis tu sais, on en fait quand même beaucoup, là, de ces règles-là, là, ils ont encore, même si ça a 10, 15, 20 ans, c'est encore très viable. Là, c'est beaucoup la gestion de l'eau et tout ça, mais le fait là, d'avoir un achalandage comme ça, là, des fois, il faut que tu prennes des plus grands moyens que ça. Là. Nous, on a vraiment, là, depuis 3 ans, on a vraiment un peu modifié là, nos techniques de construction. On est beaucoup. Avant ça, on a des sentiers qui n'ont aucun drainage, aucun tuyau là, pour gérer l'eau. Là. Puis depuis quelques années, on en met beaucoup de tuyaux. Là, puis ça a des avantages puis des inconvénients. On considère vraiment que ça a plus d'avantages. En fait, ce qu'on se trouve à faire, c'est comme un mini chemin forestier. Là, on n'invente rien. Là, les chemins forestiers sont faits comme ça. Ils ont des fossés, ils ont des tuyaux. Là, l'eau, elle traverse pas ton sentier. Là. Fait que quand il passe un camion, il passe pas dans la boîte. Là. Puis, ça marche là, de faire ça. Là, mais ça implique plus de temps de construction. Ça implique aussi que ça amène pas plus d'entretien, ça en amène moins, mais ça amène un fait que tu es obligé d'être engagé à aller maintenir tes tuyaux parce que tu as canalisé l'eau, puis si tu ne t'en occupes pas puis que ça bouge, ben là, c'est pire qu'avant, là, ça va tout arracher. Sauf que le gros avantage de gérer l'eau de cette façon-là, c'est qu'il pleut, ben, la seule eau qui se retrouve sur ta surface de roulement, c'est l'eau qui est tombée directement. Là, l'eau qui était dans la montagne à côté, elle passe en dessous ou à côté de ton sentier. Ça fait une méchante différence sur ta capacité de rouvrir ou de rester ouvert
quand il pleut. Ben, tu sais, puis j'ai ajouté tantôt ça devient important justement d'être capable de rouvrir puis pas fermer trop souvent puis parce que tu sais puis 47 je suis sûr qu'il a vu un peu la même chose là, avec les développements des dernières années, mais tu sais de plus en plus t'as ta clientèle locale puis qui font du passage puis mais t'as ta clientèle touristique qui sont venus en week-end qui sont tu sais puis là c'est arrive du Vermont là, du New Hampshire. Ben c'est ça tu sais c'est pas long que ta fin de semaine est gâchée parce que tu étais venu pour rouler cette trail-là, rouler cette trail-là, puis là, finalement, ben, tu te retrouves un peu le bec à l'eau, puis tu sais pas sûr que tu vas revenir, parce que tu te dis que dès qu'il pleut, il ferme, puis tu sais, c'est pas comme ça partout, là, tu sais, les fermetures de sentiers, puis les... Ben, puis tu sais, c'est ça, en fait, les fermetures, c'est... On tient pas compte qu'il va passer 2 vélos, là, on tient compte que si on reste ouvert, puis qu'il en passe 300, là, à un moment donné, ça va lâcher, là, tu sais, c'est... Puis on peut pas dire on en laisse passer 20 puis après ça c'est fini là. Fait que c'est ça, c'est pas si évident là des fois là. Non, comme c'est là, compliqué, ouais, exact. Ouais. Mais c'est un peu comme l'organisation d'événements. T'as fait de la course un bout, ça commence à être compliqué à organiser des courses parce que quel centre est prêt à fermer une partie de ses sentiers ou tous les sentiers pendant une demi-journée, une journée? Puis en plus, cette journée-là, ça peut faire une semaine qui mouille. Fait que 6 km que tu fais virer à compétition, c'est vrai pour une course enduro, là, c'est la même chose. Hein? J'ai des bons exemples. On a eu là, nous, des courses là, d'enduro, puis tu sais, ça peut être, tu sais, je veux dire, nous, on a dit que vous alliez faire une course, vous faites la course, là, tu sais, on reculera pas, là, même si, oui, possiblement qu'il y aura des dommages, mais après ça, nous, on a toute une communauté qui s'implique, là, puis là, ils ne trippent pas tant de voir les sentiers qui ont travaillé se faire rouler dans la pluie puis tout ça. Là. Fait que effectivement, c'est pas si évident, mais en même temps, les événements font partie du sport puis du développement de nos sites aussi. Là. Ben, c'est les événements qui ont créé les sites. Là. Ouais. Non, on l'oublie, mais tu sais, ton exemple de tantôt d'une première régionale dans le temps qui est partie. Lac-de-L'Âge, c'est le Xterra. Le Xterra, aujourd'hui, tu te dis, oui, c'est une fin de semaine qui fait mal parce que les sentiers sont fermés puis ça peut maganer, mais sans Xterra, ça n'existe pas à 47. Il n'y a pas d'Alain Deraspe qui nous appelle une journée qui a en tête de faire des sentiers. Puis c'est vrai, d'après moi, Bras-du-Nord, je ne me rappelle plus comment ça a parti. Je pense que le Bras-du-Nord, ouais, j'oubliais le raid. Mont-Saint-Anne, c'est pareil. C'est le downhill cross-country. Fait que c'est les événements qui ont amené ça. J'avoue que c'est dur de dire non aux nouveaux événements, mais moi, je le vois avec l'assaut régional, puis ça commence à être dur d'organiser des compétitions parce qu'il n'y a personne qui veut dire oui ou tout le monde charge des prix qui n'ont aucun sens qu'une compétition n'est pas capable de payer. C'est vrai, pareil. C'est comme pas dur à faire passer, mettons, socialement, mais justement, tu sais, quand on le dit tantôt, là, quand tu as des bénévoles qui travaillent dans les sentiers, puis là, quand habituellement, c'est tout le temps ton précieux, ton sentier, tout le monde fait full attention, tu fermes quand il faut, puis là, tu dis au monde, non, faut pas les rouler parce qu'ils mouillent. Ouais, là, 2 jours après, tu reçois des extras, t'es comme, ouais, mais justement, c'est comme, vu que ça aide à faire développer les centres, tu sais, exemple, le Xterra ou même les courses d'enduro, c'est plein monde de partout en dehors de la région qui viennent chez vous. Puis qui vont revenir, puis qui te connaissent. Ils vont revenir, exact, tu sais, après ça. Fait que, tu sais, en général, c'est bon, mais tu sais, jamais qu'on serait capable d'en recevoir à toutes les 3 semaines. Tu sais, t'essaies d'avoir 1 ou 2 événements par année, je pense, max, tu te croises les doigts, puis s'il fait beau, c'est même bénéfique, là. On dirait que c'est... c'est ça. C'était juste l'année passée, le Xterra, c'était compliqué à gérer, là, c'était hallucinant. On a quand même bien géré ça, pareil. Mais c'était des décisions tout le temps à la dernière minute pour changer des parcours, décider ça. Tu as un risque d'erreur parce que finalement, tu as un coureur qui est parti, tu as changé une banderole 30 secondes avant qu'il passe. T'sais. Le QSE, Québec Single Track Experience, cette année. Puis souvent à 47, ça a donné qu'il pleuvait. Là. Mais cette année, c'était durant la grosse crue. Je pense que pendant la nuit, vous avez modifié le parcours. On a remodifié, on a reçu la gang. Il y a eu puis l'étape du Saint-Anne ne pouvait pas. Fait qu'on a eu 2 étapes en ligne. Puis c'était là qu'on avait la semaine d'après, on avait aussi le Xterra. C'était tout combiné en même temps. Là, ça a dû occuper l'équipe terrain. C'était hallucinant, là, mais c'était... Mais ça n'a pas paru.
Tu sais, je me rappelle de rouler les semaines après, puis j'ai pas vu que c'était dévasté non plus. Ben, c'est un peu ça, je pense. Ça ramène un peu à tantôt qu'on a. Les centres ont tellement fait d'opérations puis d'interventions en sentier pour éliminer des problèmes, puis de construire différemment des sentiers, que tu sais où amener tes événements pour être sûr de pas briser autant que là 5-6 ans. Là, c'est ça. Ben, je pense que c'est ça. On s'est développé, puis on a atteint une maturité où, moi, je me rappelle, il y a quelques années, notre équipe terrain, c'était 2 employés, puis en fait, je parlais de la ravage tantôt qu'on fournissait pas, mais c'était un peu partout dans le réseau. On faisait juste éteindre des feux. Là, quand ils partaient, là, les gars, à 2 là, pour régler quelque chose, là, ils faisaient comme ils pouvaient, mais il n'y avait pas les ressources, puis il y avait d'autres feux à éteindre partout, fait que ils faisaient juste une job vite pour que ça marche, puis finalement, ils se retrouvaient à y retourner 2 semaines plus tard. Là. Tandis que là, je pense qu'on est plus mature, on a plus de ressources, puis quand on va régler un problème, on essaie de... un des objectifs, là, en tout cas moi que je dis tout le temps à l'équipe terrain, c'est régler-le, puis s'il faut, prendre une journée de plus, mais on veut pas revenir ici là, de l'été. Là. Puis ça fait qu'après ça, tu prends le dessus, là. Exact. Ça a fait ça à un moment donné avec... on engageait Kev, qui écoute toujours les podcasts. Allô, passant. Puis il arrivait de la gang de l'organisation, tu sais, puis mettons, quand t'es payé kilomètre... L'organisation qui est une compagnie de trail building, exactement. Ils ont passé aussi chez vous dans le temps, tu sais. Puis, mais tu sais, la différence, mettons, comme là, c'était... un peu comme, hey, combien de temps je passe dans cette section-là pour réparer ça ou tel virage, tu passes le temps que tu veux, tant que tu reviens plus jamais justement à cette place-là direct. Ouais. Fait que quand c'est pas c'était pas ancré dans ce monde-là direct d'agir comme ça, fait qu'on a comme tout modifié nos méthodes. Après quelques années à faire ça, là, tu changes vraiment la dynamique de ton réseau. Là. Exact. Et on n'a pas parlé beaucoup du Maelstrom, mais on oublie à quel point c'est formidable le secteur Maelstrom. Puis j'ai pas souvenir comment ça a démarré. Je pense que c'était Nick Sauvé au début qui avait vu le potentiel. Oui. En fait, là, moi, quand je suis arrivé au Sentier du Moulin, il y avait déjà des discussions là, entre le saisonnier et les gens qui développaient sur le Maelstrom. On savait qu'il y avait un potentiel que peut-être un jour on pourrait aller là, mais là, il y avait quand même des difficultés. Puis au Sentier du Moulin, on n'était vraiment pas là. Puis, c'est de dire que c'est la bonne année, mais autour de 2018, dans le fond, Nicolas Sauvé, il s'impliquait déjà avec LBC. Puis là, il y avait du temps à un automne, puis il a comme attaché ça, puis il est venu me voir. Là, on développe là, LBC quand on fait une trail, là, ce qui était la Wolverine. Là. Et dans le fond, il a passé vraiment là, un automne complet à flaguer, à planifier la trail. Puis il y avait là, le hockey là, des promoteurs, là, des propriétaires des terrains, là, que c'était des lots forestiers qui allaient se vendre, puis éventuellement, c'est devenu ce que c'est. Là. Mais dans le fond, après ça, moi, je suis allé voir tout ça, le travail, puis là, j'ai vu, OK, là, on s'en va ailleurs avec ça. Là. On a le terrain n'était pas évident, mais les lignes qu'ils avaient trouvées, puis ça, c'était vraiment... Là, je savais que ça allait devenir une piste là, qui allait attirer du monde. Là. On disait, tu sais, là, on a une piste pour que le monde prenne l'avion pour venir chez nous. Là, il n'y avait rien d'attaché pour tout le reste, là, mais après ça a fait débouler. Ça, c'était à l'automne. Là, on a dit à cette époque-là, c'était les débuts là, de la Société des Sentiers du Moulin, puis... moi et Hugues Fournel, on était co-directeurs. Moi, je développais plus l'été, lui plus l'hiver. Puis là, on cherchait une façon d'engager Nick avec nous. Là. Puis on a réussi avec le secteur hors-piste, on a réussi à le faire embarquer dans l'équipe là, pour qu'il vienne développer ça. Puis à partir de là, l'été d'après, s'occuper de finaliser la Wolverine. Puis après ça, tout a débouché avec le fait que les terrains se sont mis à se vendre, mais qu'il y a un règlement municipal qui a été passé, comme quoi, quand tu vas construire un chalet sur ton lot, si tu veux faire de la location à court terme, il va falloir qu'il y ait des sentiers du Moulin qui passent chez vous. Ça a comme changé un peu changé la game pour nous, parce qu'au lieu de courir après chaque propriétaire pour les convaincre qu'on voulait faire un sentier, là, ce qui n'est pas si évident. Là, pourquoi il nous laisserait faire un sentier là, qui passe à côté du chalet? Là?
Mais là, c'est plus eux. Fait que là, Nicolas, pendant 2 ans après ça, là, il a tout attaché le réseau, il a tout designé ça, puis on allait passer chez... Il y a vraiment des contraintes sur le Maelstrom dans le design des sentiers parce que faut tenir compte de, OK, on passe de ce terrain-là à ce terrain-là, il faut aller toucher à ce terrain-là, faut pas non plus être trop proche de sa fosse, faut pas être proche de son chalet, puis fait qu'il y a plein de contraintes supplémentaires. Mais c'est ça, Nick, il a embarqué là-dedans, puis moi, le but après ça, c'est OK, ça prend de l'argent. Là. Fait que là, moi, je me suis mis à aller trouver le financement. Puis là, l'idée, nous autres, c'était on clenche ça. Là, la fenêtre est ouverte, puis c'est malade, là, le potentiel, puis tout ça. Là. Je me rappelle, je pense que c'est l'automne d'après, on marchait, puis on est tombé sur la section dans Slab City, là, qui est vraiment fall line. Là. C'était déjà roulable. Là, là, tu vois ça, tu dis, OK, ici, là, ça va être... tu marches à la roche, puis ça finit plus. Tu dis, hey, là, on a quelque chose. T'as pas le choix de te rendre là, c'est sûr. Ouais. Mais c'est une belle collaboration de la municipalité de penser, mettre le règlement municipal puis attacher les droits de passage, parce que c'est ça, à un moment donné, comme Eric dit, ça prend de l'argent à les développer, ces sentiers-là. Puis le terrain était là, mais après ça, les sentiers, il faut que tu les fasses arriver. Puis là, pour un centre comme Sentier, comme n'importe quel centre, mais d'aller mettre des sous sur des droits de passage qui sont quand même précaires, tout ça. Fait que là, d'attacher ça par les propriétaires, où ça amène des contraintes de... Il faut aller toucher à des terrains puis tout, mais au final, dans le fond, il y a eu comme tout un immense travail. Il y a plein de compagnies, nous, notre équipe... il y a eu tout un gros travail terrain, mais en arrière de ça, tout ce qu'on n'a pas vu, c'est il y a eu plein de trucs plus administratifs, aller chercher l'argent, mais aller attacher tout ça. Là, je me rappelle, là, on a eu une journée là, que pratiquement tous les propriétaires ils venaient signer les servitudes. La notaire était au Sentier du Moulin, puis ils venaient tout un par un, tac, 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 on attachait tout ça, là, une première grosse phase là, de signature de servitudes qui sont signées avec la municipalité. Fait que, même si Sentier du Moulin arrivait à fermer, les sentiers sont quand même entre le propriétaire puis la municipalité. Okay. Puis c'est la pérennité de ça, c'est des servitudes permanentes. Permanentes, oui, quand même. Mm. Puis est-ce que tous les terrains sont vendus? Puis est-ce que c'est quoi au-dessus de 80 lots, là. Okay. Puis ils ont tous été vendus quand même assez vite, puis ils ont quand même aussi pris de la valeur là, assez vite. Là. Puis je dirais, d'après moi, présentement, il doit y avoir 35 chalets à peu près, là. Puis c'est quoi le pourcentage de lots qui ont la servitude, qui ont voulu l'avoir? Parce que peut-être qu'ils l'ont refusé. Il n'y en a pas beaucoup, là. Okay. En fait, là, on est comme dans une... Peut-être plus la dernière phase, là, que c'est... On développe un réseau pédestre, là, puis dans le fond, ce réseau pédestre-là va chercher, entre autres, plusieurs propriétaires que ça faisait pas de sens d'aller là avec le vélo de montagne, là. Okay. Qu'on va comme ceinturer le fait qu'eux vont avoir la clause de location pareil, exact, parce qu'il va y avoir des sentiers pédestres. Okay. Ouais. Wow, moi j'apprends ça. Je savais pas. Non, c'est quelque chose de ça a déboulé vite, là, mais ça a été vraiment beaucoup de travail. Puis on découvre encore des trucs là, sur cette montagne-là qui est un peu, elle passe comme un peu inaperçue. Là. Tu vas au Sentier du Moulin puis tu sais pas que tu as un joyau comme ça qui est situé en face. Là. Mais on marchait puis on a encore des projets. Là. On a un projet avec LBC qui va ouvrir assez tôt là, cet été. Là. Ils ont travaillé tout l'été passé là-dessus. Là. On peut dire un sentier parallèle à la Wolverine, qui va être assez malade. Puis on a un autre sentier qu'on travaille cet été, c'est notre gros projet. Puis c'est un autre sentier qu'on appelle le projet Maléfique. Là. C'est Nick justement qui a planifié ça. Ça fait 4 ans là, que c'est flagué. Là, en fait, il y a 3 ans, on avait aménagé un petit 300 mètres. On pensait aller là l'année d'après, mais finalement, ça a juste pas fait. Puis on l'a pas fait encore, là, mais c'est vraiment un deuxième sentier qui va permettre de revenir au SDM. Au lieu de juste avoir l'option de la Maelstrom. Là. La Maelstrom qui veut pas a beaucoup de pression puisque tout le monde qui va sur le Maelstrom, pratiquement, ils reviennent par là. Mais là, on va avoir un sentier qui va nous ramener 1 kilomètre plus loin là, sur le chemin du Moulin. On va sortir là, après le sentier du Moulin. Okay. C'est 4 km et demi le projet. Oh, wow!
Ça va être plus c'est sûr c'est un profil descendant, là, mais c'est pas du pur enduro. Là. Tu vas avoir des sections de pédalage puis tout ça, là, mais c'est un bon défi c'est probablement notre plus gros défi de construction, là, parce que on veut, dans le fond, c'est surtout parce que vu que c'est un sentier qui permet de revenir, ben on voulait pas que ça soit un double noir, là. On voulait pas la jouer facile, là. On fait que c'est un sentier. Dans le fond, notre objectif, c'est un sentier noir, mais le plus proche du bleu possible. On sait que ça sera pas faisable bleu, là, à cause de certaines sections. C'est le maelstrom, puis c'est très accidenté. Il y a vraiment un terrain en escalier, là, vraiment des murs de roche, puis il faut trouver où se changer de plateau, là. Il y a même une section là, que la pelle mécanique peut pas, fait que ça va être fait à la main, là. Fait que c'est ça notre défi, mais ça va être vraiment un beau projet, puis ça va donner une autre option plus style aventure là, pour revenir. Là. Mais c'est ça. Dans le fond, ce que je voulais dire, c'est vraiment une montagne unique. Là. Les points de vue, tu sais, presque pour l'image d'un centre, ce qu'on voit sans arrêt, c'est les gens qui se photographient aux 2-3 points de vue. Puis juste ça vaut de l'or là, pour l'image d'un centre. C'est fou. Là. C'est super important là, d'avoir une espèce d'image. Ben, c'est l'image de marque. Là, les gens voient ça, puis c'est SDM tout de suite. Puis, ça te fait Slab City, c'est un peu la même chose. Il y a une coupe de place dans Wolverine que les gens voient cette image-là, puis tout de suite s'identifient SDM. Là. Ça fait que c'est payant pour ça. Là. C'est pas facile de trouver ce genre de spot-là. Là. Je pense aux autres centres. Là, c'est pas tous les centres qui ont des trucs de même auxquels on pense. Puis c'est les points de vue, c'est la quantité puis la diversité. Tu peux en avoir des vues sur Sainte-Brigitte de Laval, des vues sur le fleuve, des vues sur l'île, des vues sur c'est sur le parc des Laurentides, tu as des vues dans toutes les directions. Là. Comme l'hiver en night ride, c'est le fun aussi, là, quand tu fais ta montée, justement, pas Maelstrom, mais Tourbillon, je sais plus toujours le nom aussi. Puis, tu sais, quand tu vois le relais au loin, tu vois Québec, là, c'est tellement le fun. Là. T'allais dire? J'allais dire, ouverture quand, celle-là, cette descente-là? Pas cette année. Dans le fond, là, non, on peut pas se prononcer pour cette année. Là. Je me doutais ton 4 km. Elle est toute décortiquée. Là. Puis, dans le fond, étant donné qu'il y a des sections qui vont être faites à la main, là, ben, on va comme, en début de saison, on va comme revalider le flagage. Parce que normalement, on se disait on le fait à pelle, là, mais t'as pas la même vision quand tu fais une trail à pelle puis à la main. Là. À la main, là, ça se peut qu'on essaie de se couper quelques journées de travail en allant chercher des sections déjà enrochées ou des slabs à dénuder là, plutôt que de s'engager dans du vraiment rough. Là. On aimerait ça qu'à l'automne, qu'on puisse peut-être la tester, mais on sait qu'ouvrir un sentier après à mi-septembre, là, c'est vraiment pas évident de dire que tu ouvres un nouveau sentier. Là, fait que ça va être difficile. Mais ça va commencer cette année, elle n'a pas commencé à date. Là. En fait, il y a des petites sections, là, mais vraiment pas beaucoup. Là, ça va partir d'où, ça? Ça part dans le début de Vortex, puis dans le fond, le premier tronçon, c'est le tronçon des crans là, en fat bike, là, qui est déjà un tronçon là, qui est roulé l'hiver, fait qu'il était déjà tout nettoyé. Là, puis celui-là, c'est lui qui est le plus avancé. L'automne passé, quand on avait un peu de temps libre, on a commencé à le travailler. Là. Mais c'est ça, il y a des bons défis, là, des endroits là, que faut se trouver faut vraiment... En fait... va falloir faire plus de ponts vu que c'est un sentier noir. Là. Puis des fois, c'est vraiment des ponts qu'il faut faire des virages dedans pour se changer de palier puis tout ça. Là. Fait qu'il y a des bons défis. Ce qui est cool, c'est que on a profité là, du fait que la saison semblait vouloir se terminer tôt pour vraiment faire du transport de bois. Fait qu'on a comme été, l'automne passé, on a déjà pas mal planifié où qu'il allait avoir les principaux ponts. Puis il y a 1 semaine, 2 semaines, on a été livré en motoneige pendant qu'il restait de la neige. On se disait s'il n'y a plus de neige, on ne pourra pas. Fait qu'on est allé livrer notre bois, là, peut-être 500 2x6 là, de 12 pieds dans cette trail-là. Fait que ça va nous sauver beaucoup de temps là, parce que l'été, c'est genre 1, 2x6 à la fois sur l'épaule, puis tu marches 1 kilomètre. Parce que tu disais, c'est une trail un peu aventure elle est loin de tout. Là. C'est ça, exact. Ouais, ça, c'est un autre c'est un autre des défis, c'est que juste l'appel, là, quand elle va être à 1 km, ben, il va falloir amener. On n'est pas habitué. On est habitué quand même que c'est assez facile. Là. Nous,
la pelle n'est jamais si loin du 4 roues, fait que amener l'essence pour... mais là, des fois, ça va être 1,5 km de marche là, pour amener les trucs. Là. Tu parles d'amener du matériel. Il n'y avait pas eu des activités CrossFit Lac-Beauport, justement, pour monter du matériel? Je ne sais pas si ça se fait encore. C'est entre autres dans Klondike, je pense. Puis, des transports de bois, on a fait des corvées. Puis, dans Klondike, à chaque année, on transporte des sacs. C'est un terrain qui a pratiquement pas de terre minérale, là, ce qu'on appelle du gold. Là. C'est beaucoup de la terre noire, puis en dessous, c'est de la dalle de roche. Fait que c'était difficile d'avoir je pense c'est une montée qui est assez connue et qui n'a pas une si bonne réputation parce qu'elle fait mal. Là, mais c'est notre seule montée, puis c'était notre seule option de monter pour se ramener du côté sud sur le Maelstrom. Puis c'est vraiment un sentier qui n'était pas évident à faire parce que, en fait, la dalle de roche elle est là, mais elle est à 50 à 100 cm du sol, du niveau du sol. Fait que c'était pas si évident de qu'est-ce que tu fais avec ça. C'était de la terre noire, puis direct en dessous, c'est la même dalle que Slab City, là. Fait que on a commencé, en fait, on importe à peu près 200 sacs de gravier par année pour la maintenir. Puis au début, on est première année qu'on l'a ouvert, elle était en train là, de lâcher, là, fait que on a fait des corvées, là, on faisait livrer des palettes de sacs à 70 livres chaque, puis on a fait des corvées de transport de sacs pour la maintenir. Mais maintenant, là, depuis 3 hivers, on le fait en motoneige. Fait que comme là, nos sacs, dans le fond, tard à l'automne, quand on a un peu plus de temps libre, là, on s'en va flaguer. Fait qu'on s'il y a des gens qui ont fait la Klondike là, cet hiver, ils ont pu voir des arbres avec 1, 2 ou 3 rubans. Puis ça représente une quantité de sacs. Fait que il y a 2-3 semaines, l'équipe terrain sont allés livrer. Fait qu'ils ont déneigé, ils ont déterré les sacs, puis en motoneige, ils se sont fait un sentier. Puis ils sont allés livrer les sacs directement à côté, 5 sacs, 10 sacs ou 15 sacs à côté de chaque spot où qu'on avait besoin. Là. Puis ça veut dire qu'au mois d'avril ou au mois de mai, avant d'ouvrir la trail, on va aller avec notre hog dedans, puis on va juste placer nos sacs, puis on va les placer, puis ça fait que c'est une trail qui se maintient. Puis la même chose l'année prochaine. Puis la même chose l'année prochaine. À un moment donné, il va en avoir assez de la gravelle. Il y a quand même à se tient vraiment plus qu'avant. C'est ça. Mais c'est pas facile, mais c'est une belle montée. Quand tu es en bas, tu fais comme faut que je monte en haut. Ah, mais elle fait mal, mais c'est quand même. Mais c'est une belle trail pareil. Mais tu sais, d'avoir un peu de technique elle dedans. Elle est roulable, mais c'est sûr qu'il y a des coups à donner. Puis plus tu as un gros bike, plus c'est un défi, là. Il est rough en cross-country, fait que, mais tu sais, en fait, parce que on parlait tantôt de Nick qui construisait la Wolverine, mais on savait pas encore comment qu'on allait revenir à SDM. Là, on avait une trail sur comment on connecte cette trail-là, qui est vraiment hot, avec notre offre, l'autre côté. Là. Ça a été par la rue un bon bout. Là. Ouais, c'est ça. La première année, c'était tu montais les chemins du Mont-Tourbillon. les chemins du secteur, puis tu revenais par la route, là. Puis ça monte pas mal aussi, par la route. Oui. Si tu passes par le Mont-Tourbillon, là. Oui. Non, c'est sûr. Ça remonte un méchant coup, là. Ouais. C'est un méchant job de flagage, puis de vision dans ce coin-là, puis cette montée-là, parce que gros casse-tête, c'est clair. Ouais. Ben, merci. Bon, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Avez-vous des choses à plugger pour cet été, des nouveautés? Ben ça en est une, mais y a-tu des choses qui s'en viennent? Non, Eric a plugué nos 2 gros projets pas mal. Sinon, non, ça va être saison estivale. Je pense que ça va avoir une bonne saison. Ça risque de commencer tôt. À voir si ça se poursuit, là. Mais là, pour l'instant, on est optimiste. On est quand même optimiste là-dessus. Puis non, sinon, on a glissé un mot, nouveau partenariat. Notre location va être avec Génétique, tout ça. Une programmation événementielle revient avec la buvette. Fait que voilà, mes côtés vélo, ça va être beaucoup nos 2 gros projets qui vont nous occuper. Puis, tu sais, un moment donné, on commence à en avoir beaucoup des sentiers aussi. Là. C'est développé, mais ça va être d'entretenir tout ça puis de se maintenir. Pas mal au stade maintien. C'est ça. On est vraiment, on a vraiment une bonne réflexion là-dessus, mais on est comme. On n'est plus en mode développement là, depuis 2 ans. Là. On choisit les projets qu'on veut encore développer, mais plus à la même vitesse parce que. On va, mettons, à la fin de l'année, cette année, on devrait être autour de 70 km de single track. Là, puis,
c'est beaucoup d'efforts à entretenir ça. Là. Puis on veut pas aller à 100-120 km. Là. Fait qu'on mise plus sur la qualité puis de maintenir. Il y a des sentiers qu'on a refait puis tout ça. Là. Puis c'est un point aussi là, qui est à considérer. Mais je parlais qu'en 2015, on a donné un grand coup là, sur le développement. Là. Mais ça fait que ça va faire 10 ans bientôt. Là. Puis que ces sentiers-là, ils vieillissent. Les structures de bois, ils vieillissent. Et là, on commence à refaire des structures de bois. Des grosses structures de bois. Il faut le planifier, ça, puis c'est beaucoup de temps. Là. Fait que, ça va pas ralentir. Là. Chaque année, là, l'automne passé, on a refait le module dans la Vieille Léon, là, qui avait été construit en 2012, là, mais c'était un gros projet. On l'a pas refait à 100% parce que la structure est encore bonne, mais on l'a stabilisé et on l'a tout ordéqué. Mais là, cette année, on fait D'ailleurs, on a déjà livré notre bois, là, mais la longue passerelle dans la Wolverine, là, qui est... elle n'est pas si vieille que ça, mais elle n'était pas durable. Elle est en bois rond. Elle est en bois rond. Puis on l'a refait au complet. Là, on l'a détruit dans les dernières semaines. Okay. Puis le bois est livré à côté, puis on va la construire avant la saison. Puis on a un viaduc aussi, là, qui est le viaduc de la base Super G, là, qui passe par-dessus la cabane. Là, mais là... pour ceux qui aimaient la cabane, j'ai une mauvaise nouvelle. La cabane, elle n'existe plus. Okay. Là. On va faire quelque chose de plus... un peu le même setup qui se roule ou que tu peux jumper de différentes façons. Là. On va garder le même genre de truc, mais il n'y aura plus de cabane en dessous. Là. Ça commence, en fait, le viaduc commence à trop s'appuyer sur la cabane. Là, puis... Là, on veut sécuriser ça. Fait qu'on a vraiment un enjeu dans les prochaines années de maintenir ça, puis de faire des bons suivis sur nos structures de bois. C'est plus du kilométrage tant que ça qu'on a besoin. Je veux dire, la base est là, tu peux venir passer 3, 4, 5 jours, puis tu vas avoir du fun pareil. Mais c'est oui, ouvert à de la nouveauté, rajouter des petits trucs, tout ça, mais c'est plus nouveauté, qualité que de rajouter vraiment du kilomètre, parce qu'à un moment donné... C'est comme ça que la région s'est positionnée aussi, là, d'offrir la qualité, puis à un moment donné, il faut que tu arrêtes. C'est impressionnant qu'on peut renouveler un sentier qui est existant en se disant on le refait au complet, puis c'est un tout autre sentier. Là. L'exemple de la Ravage que tu donnais, bon, elle passe pas à la même place, mais il reste que c'est un peu le même. Oui, exact. C'est ça, nous, parce que dans les 3 dernières saisons, on a refait, là, je disais, on n'a pas d'offre facile, puis tout ça, là. Mais on a refait complètement la RAF puis l'agro-boc, là. Puis on a pris à peu près les mêmes lignes. On a fait des modifications pour avoir moins de pente, là. Mais on a vraiment mis le paquet, là, pour que ça soit des sentiers plus smooth, là, ce qui manquait vraiment, là. C'est quelque chose qu'on ressentait aussi beaucoup avec nos locations, là. Parce que là, tu loues des vélos, là, puis faut que tu proposes... des sentiers qui vont avec. Là. Le terrain plat, tu peux pas l'inventer non plus. Non. C'est ça qui arrive. Là. Ouais. Cool, on a hâte d'aller rouler. Puis de prendre une bière à la buvette. C'est vraiment un beau spot. Pour vrai, la buvette, on l'a dit, là, mais c'est quelque chose que nous, on n'a pas, mais puis que bien des centres n'ont pas. Là. Il y a une vibe là. Le soir, quand il fait noir, qu'il n'y a plus personne qui roule. Vibe qui reste on entendait beaucoup parler, puis on le vivait aussi, le tiki bar à Burke. Là. Qui est rien, là, quand on y pense, c'est cool, mais c'est rien, là, c'est un cabanon. Là. Ben, ça a commencé de même. Avant, la référence, c'était ça. Il y avait personne qui avait ça ici, mais c'était la référence. Mais là, on est bien chanceux d'avoir cette installation-là. Cool. Bon, ben, on va se croiser cet été. Merci beaucoup d'être venu ce soir. Super intéressant. Merci de l'invitation. Gros merci à vous deux.